North right clamp, south fox, H top pass, 38 top gun BXP sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue chez le Punter pour un nouvel épisode de notre vlog. Alors je sais pas combien de temps on va tenir, vous savez, virus de saison, la grippe, on n'est pas 100%, mais bon, tel un joueur de NFL, de football américain, on ne se plaint pas et on est sur le terrain. J'ai mes lunettes, c'est pas à cause du soleil, c'est parce qu'à cause du virus, il vaut mieux cacher les yeux, croyez-moi. Bref, trop de choses à analyser une nouvelle fois, alors ne perdons pas de temps. Ready, set, hut. Commençons comme d'habitude avec les tops et les flops de cette journée. On pourrait parler de nombreuses équipes qui n'en finissent plus de monter, les Chicago, New England, les Rams. On pourrait encore parler de la superbe remontée de Dallas contre Philadelphie. Mais on a décidé que peut-être d'autres joueurs ou équipes nous paraissaient plus intéressantes dans cet épisode. Un joueur par exemple qui n'en finit plus de casser les records, c'est Jackson Smith-Njigba. Un produit de Ohio State, il est dans sa 3e saison, je crois, à NFL, et vous le savez bien, Ohio State, c'est l'usine à receveurs. Depuis plusieurs saisons, on pense par exemple à Terry McLaurin, Chris Olave, Marvin Harrison Jr., Emeka Egbuka, Garrett Wilson, bref, énormément d'excellents receveurs. Et forcément, Jackson Smith-Njigba, JSN, comme on l'appelle de l'autre côté de l'Atlantique. Il est en train de réussir une saison de fou. Il est clairement à son meilleur niveau, en fait, je pense, et en ce moment, c'est le meilleur receveur de tous. En 3 mois de compétition, il a des chiffres excellents. Face aux Titans ce dimanche, c'était une nouvelle fois la cible préférée de Sam Darnold. Il a réussi 2 superbes réceptions de 63 yards, 56 yards et il signait son deuxième doublé de touchdown de la saison. D'ailleurs, contre les Titans, un chiffre incroyable, sur les 244 yards de passe de Sam Darnold, 167 étaient pour JSN, pour Smith-Njigba. Les autres receveurs, tous ensemble, ils accumulaient seulement 77 yards. Donc Jason a dit impressionnant depuis le début de saison. En 11 matchs, il vient d'établir déjà le record de franchise des Seahawks, avec 1313 yards de réception. Alors regardons bien, parce que s'il continue à ce rythme, ça veut dire que en fin de saison régulière, il arriverait à 2029 yards, ce qui établirait un nouveau record de yards en réception. Est-ce que c'est suffisant pour entrer dans la course au MVP? À voir. Un autre joueur, il nous a pas forcément impressionné, mais il a réussi ses débuts, c'est Shedeur Sanders. Alors, Shedeur Sanders, c'est le buzz depuis même avant la draft, à cause de forcément qui est son père, Deion Sanders. Et aussi à la draft, sa chute inexplicable. Il était prévu au premier tour, et en fait, il est tombé jusqu'au 5e tour, où il était choisi par les Browns. En pré-saison, il était relégué dans la hiérarchie des quarterbacks. Il était 3e. Il s'entraînait avec les joueurs du practice squad, même des intendants des fois. Sauf que petit à petit, Sanders, il a su grimper les échelons sans faire de bruit et ignorant surtout le bruit autour de lui. Il a profité du départ de Flacco, de Kenny Pickett et ensuite de la commotion de Dylan Gabriel. Il était rentré en 2e période contre les Ravens. Et d'ailleurs, après le match, il était la risée de tout le monde, de tous les médias américains, à cause d'une mi-temps qui était horrible. 25% de passes complétées, une interception, il gardait trop le ballon, il savait pas lire le jeu, bref. Après, c'est compliqué, sans aucun entraînement avec les titulaires, et un plan de jeu qui était clairement
modulé autour des qualités de Dylan Gabriel. C'est normal qu'il ait eu du mal. Le plan de jeu n'était pas adapté à ses qualités. Maintenant, après une petite semaine avec les titulaires, un plan de jeu adapté à ses qualités, on a vu de quoi Sanders est capable ce dimanche face à Las Vegas. D'ailleurs, c'était sous les yeux de son papa, Dion, qui avait fait le déplacement depuis le Colorado. Alors calmons-nous, calmons-nous. C'était les Raiders en face, les 10 sacks de la ligne défensive des Browns a bien aidé, le jeu au sol avec les rookies Judkins et Samson a aussi très bien contribué à la victoire. Bon bref, et si on regarde les stats de Sanders, elles sont pas extraordinaires, mais la sensation est différente quand même. Les sensations qu'il laissait, notamment avec plusieurs lancers chirurgicaux, cette passe là de plus de 50 yards pour le receveur Bond, regardez, ça laisse bouche bée son coéquipier Myles Garrett. Myles Garrett, ça fait 10 ans qu'il est là, et je sais pas s'il a vu en 10 ans un quarterback de qualité. Je sais pas s'il a vu, peut-être Baker Mayfield, mais bon, bref. Après, tout n'était pas parfait, mais Sanders, il a suivi les consignes, il restait dans la poche, il gardait pas trop le ballon, ce qui était d'ailleurs ses 2 gros défauts à l'université. Et voilà, Donald Stefanski, il a décidé que Sanders, il allait garder sa place, il allait rester titulaire. Même si Gabriel est de retour, Gabriel, il faut savoir qu'il est beaucoup plus expérimenté, il a plus de 50 matchs en football universitaire, il est plus âgé aussi, il semble prêt à l'heure actuelle. Sanders, il est pas mature en prêt, il est pas prêt pour la NFL, mais il est beaucoup plus talentueux, il a un potentiel beaucoup plus grand. Et avec ce qu'il a montré dimanche, ça semble assez logique que Stefanski, qui, on voit bien et ça se murmure que c'est pas le plus grand fan de Sanders. Il ne le voulait pas. Bon, bah, bref, on va pas reparler de la draft, du processus de la draft, ce qui s'est passé, mais on sent que c'est pas son plus grand fan. Sauf que là, il a pas le choix, il est obligé de le mettre. Alors chez les flops, et on va rester sur un quarterback, c'est JJ McCarthy. Était-ce la bonne pioche pour les Vikings? Parce que là, il vient de faire une nouvelle prestation horrible contre les Packers. On le voit bien, il est pas en confiance, il y avait des lancers qui arrivaient à 2 mètres des receveurs, un manque de mobilité, il a reçu je sais pas combien de sacs, un manque d'intelligence dans la poche, c'est inquiétant. Et pourtant, l'appel de jeu était conservateur pour l'aider. D'un jeu aérien, beaucoup de lancers courts, des écrans, des slants, et pourtant, à nouveau, 2 nouvelles interceptions pour JJ McCarthy. On voit que les premiers mois de McCarthy à la barre des Vikings, c'est en train de virer au cauchemar. Certes, il y a eu quelques moments de brillance. On pense au premier match, le 4e quart-temps à Chicago, le match face à Détroit. Il y a toujours 1 ou 2 lancers qui sont très très bons à chaque match. Mais après, c'est trop peu. C'est trop peu pour une équipe qui est armée, qui permet pour être compétitive, pour au moins accéder aux playoffs. Et là, on voit que la frustration des fans, de l'entraîneur, KOC, de Kevin O'Connell, de ses coéquipiers, elle est flagrante. Mais après, McCarthy, c'est pas le seul responsable. Regardons la défense, qui est censée être le point fort des Vikings. Elle est loin du niveau de la saison dernière. Alors c'est vrai que l'incapacité de l'attaque à être productive, ça les handicape, parce que du coup, l'unité défensive, elle passe beaucoup trop de temps sur le terrain. Et donc, elle se fatigue. À la fois physiquement et mentalement. Mais bon, la défense, il y a très peu de turnover quand même, trop de blitz appelés et au final très peu de sacs. Mais bon, revenons à l'attaque, parce que on peut critiquer McCarthy, c'est sûr, mais on peut aussi critiquer le staff et l'entraîneur O'Connell qui est celui qui appelle les jeux. Ils ont un très bon groupe de coureurs avec Aaron Jones et Jordan Mason. Ils ont plusieurs recrues sur la ligne offensive qui sont censés être spécialistes du jeu au sol. Donovan Jackson, Will Fries. Et pourtant, il y a très peu de rush. Très peu de jeu au sol qui est appelé. Et sinon, c'est trop basique, ou encore, on l'a vu dimanche, des fois, c'est trop téléphoné. Enfin, bref. On peut aussi se poser des questions sur la cellule de recrutement. Et la stratégie du manager général, Kwesi Adofo-Mensah. Alors, ils ont fait un all-in sur McCarthy. Et ainsi, comme ça, ils ont pu économiser de l'argent en ne payant pas Sam Darnold et en investissant dans la free agency avec defensive tackles, cornerbacks et tout ça.
Ça peut se comprendre, sauf que le problème, c'est de ne pas avoir un quarterback remplaçant de qualité, capable de suppléer McCarthy s'il se blesse. Sam Howell a été recruté pendant la draft, à travers d'un échange, et juste avant le début de saison, il envoie à Philadelphie contre un choix de draft 2026. Incroyable, impossible à comprendre. Après, ils font venir en urgence Carson Wentz, qui joue quand McCarthy était absent sur blessure. Mais lui, il se blesse, il joue plusieurs matchs blessé aux côtes. Maintenant, sa saison est finie, il doit se faire opérer. Et juste avant la date limite des échanges, il ne recrute personne. Ça fait que du coup, les Vikings, ils se retrouvent avec J.J. McCarthy comme quarterback numéro 1 et Max Brosmer, qui est un rookie, qui n'a même pas été d'ailleurs drafté à la draft. Il a été choisi après la draft parce que personne ne le voulait. Et lui, c'est le numéro 2. Là, McCarthy vient de rentrer apparemment d'un protocole commotion. Qui va jouer ce dimanche contre les Seahawks? Max Brosmer, qui a aucune expérience? Enfin, je sais pas, mais en tout cas, la saison des Vikings, à mon avis, elle va tourner court. Je pense que là, une défaite à Seattle, et je pense que ça sera ensuite impossible d'atteindre les playoffs. Et O'Connell et Quasiado Fomensa, bon, je pense pas qu'ils sont sur un siège éjectable, mais ils vont devoir rendre des comptes à leurs propriétaires en fin de saison. Un autre flop, c'est les Las Vegas Raiders, qui une nouvelle fois sont en crise. Quelle surprise! Une nouvelle défaite cette saison, la 9e en 11 matchs. Une prestation horrible en attaque. Voyait Pete Carroll et la direction sportive en fait des Raiders virer leur coordinateur offensif, Chip Kelly. Faut savoir que Chip Kelly, il a été arraché à l'intersaison à la prestigieuse université de Ohio State, juste après avoir gagné le titre de champion national. L'entraîneur, en fait, il était recruté par Pete Carroll, qui venait juste de signer, et Pete Carroll et Spytek, le manager général des Raiders, pour le convaincre de venir, ils lui ont offert un pont d'or, faisant de lui le coordinateur le mieux payé de la NFL. Alors 8 mois plus tard, 11 petits matchs après, il prend déjà la porte. Et parce qu'il est jugé responsable, en fait, de la piètre performance offensive de l'attaque. C'est la deuxième pire attaque de la NFL, avec une moyenne de 15,5 points par match, sans parler des 13 interceptions de Geno Smith, et le rendement plus que moyen du jeu au sol, malgré le recrutement, avec le premier choix de draft, du coureur Ashton Jeanty. Alors, Chip Kelly était-il le problème? Pas sûr. Parce que là, les Raiders, on vient de voir qu'en quelques semaines, ils viennent de virer leur deuxième coordinateur. Ils avaient viré avant ça le coordinateur de l'unité spéciale. Après, on sait très bien comment ça marche, hein, le licenciement de Chip Kelly. C'est surtout une façon pour Pete Carroll et Spytek de se protéger, de se dédouaner un peu, mettre la responsabilité du désastre offensif sur Chip Kelly. Alors que, ne soyons pas aveugles, hein, le recrutement a été mauvais. La ligne offensive, elle fait partie des pires du pays. Le groupe de receveurs, il est tout simplement mauvais. La seule cible potable, c'est le tight end Brock Bowers. Et le recrutement, c'était pas la responsabilité de Chip Kelly. Lui, il travaillait avec les armes qu'on lui a données. Sauf que maintenant, pour Pete Carroll et John Spytek, les excuses, il leur en reste plus beaucoup, hein. Et si la situation ne s'améliore pas très vite, je pense que ces deux-là, ils pourraient très vite prendre la porte, car je suis pas sûr que le propriétaire Mark Davis et l'actionnaire, même s'il est minoritaire, l'actionnaire le plus influent, Tom Brady, je pense pas que ces deux-là, ils aient beaucoup de patience. Donc, attention à ce qui pourrait se passer dans les semaines à venir à Las Vegas. Alors, notre affiche de la semaine, c'était forcément Dallas contre Philadelphie. Quel match on a eu droit ce dimanche dans ce derby de la NFC Est. Un superbe affrontement. Et au final, ce sont les Cowboys qui s'imposaient après un scénario assez incroyable. Alors, on peut diviser ce match en fait en deux parties. On a eu deux matchs dans cette même rencontre. D'abord, on a eu 20 minutes où Philadelphie, il dominait outrageusement.
160 yards de passe en 20 minutes, 3 touchdowns, des Cowboys qui étaient dépassés, qui accumulaient les erreurs, des quatrièmes downs ratés, CeeDee Lamb qui relâchait des ballons faciles, Turpin qui perdait un ballon sur un fumble, Dak Prescott qui se faisait intercepter dans l'embut, bref. Avec un score de 21-0 pour Philadelphie à 1 minute de la pause, je pense que peu d'entre nous voyaient un renversement de situation de la part des Cowboys. Et pourtant. Alors, soit c'était les Eagles qui s'endormaient, soit c'était les Cowboys qui là, ils se réveillaient enfin. Mais là, le vent, il allait complètement tourner. Parce qu'après leur très bon départ, leur très bon début de match, les Eagles, dans le reste de la rencontre, ils n'allaient gagner que 7 premiers downs. Et ils allaient rentrer seulement 3 fois dans le camp des Cowboys. C'est assez énorme. Et après, c'est difficile à expliquer. Toutes ces erreurs, ils les enchaînaient les unes après les autres. Regardez, 14 pénalités de concédées pour un total de 100 yards au total. Un field goal de raté, 2 fumbles. Et après, regardez leur point fort, la défense. Elle lâchait complètement prise aussi. Ils concédaient un total de 473 yards à Dallas. Après, on peut dire que Dak Prescott sur ce match, il passait en mode MVP, juste avant la pause. Avec le premier touchdown, il passait en mode MVP. Sa connexion avec George Pickens, elle a fait très mal à Philadelphie. L'ancien receveur des Steelers, il captait tous les ballons. Il y a eu 9 lancés vers Pickens, il les a tous rattrapés pour un total de 146 yards et un touchdown. D'ailleurs, dans les dernières secondes, sa réception et sa course de 25 yards, ça permettait de placer le buteur Brandon Aubrey dans une situation idéale pour le field goal de la victoire. Et petite anecdote pour Dak Prescott d'ailleurs, il vient de dépasser le légendaire Tony Romo pour le plus grand nombre de yards en passe dans l'histoire de la franchise des Dallas Cowboys, America's Team. Ok, c'est l'heure de la palette comme chaque semaine, et cette semaine on va se consacrer à deux actions de notre ami Jameis Winston, l'inimitable, l'unique Jameis Winston, qui en fait a pris le relais de Jackson Dart, qui est donc sous le protocole commotion. Et il y a eu 2 très très belles actions donc qu'on va analyser. Ok, on va donc regarder les 2 touchdowns des New York Giants ce dimanche face à Détroit. On regarde le premier. Alors vous le voyez à l'écran. Jameis Winston under the center, il passe à son running back qui repasse le ballon, il esquive un défenseur et il trouve Robinson dans l'embut tout seul, sans aucun problème. Alors, on stoppe la vidéo une seconde. Regardons déjà la formation. C'est une formation un peu particulière. Si on regarde sous cet angle, c'est ce qu'on appelle une I formation. Une formation en forme de I en fait. Parce qu'on voit le centre, juste derrière le centre, on a Jameis Winston, le quarterback, et ensuite on a le fullback, qui en fait c'est un tight end, mais il est en position de fullback, et le running back derrière. Ok, la formation donc I formation avec un personnel 21, c'est-à-dire comme on a dit, on a 2 coureurs et un tight end. L'autre tight end, on le voit mieux sous un autre angle. On voit où il est en fait en bas de l'écran. Et si on regarde en fait les rôles, donc regardez, déjà il y a 2 receveurs, Slayton et Robinson. Sauf que si on met la vidéo en marche, vous voyez que les 2 receveurs, ils vont avoir un rôle différent. Si Robinson il part lui dans la profondeur, l'autre je crois que c'est Slayton. Slayton, regardez à nouveau ce qu'il fait. En fait, lui, il va être au blocage de Aiden Hutchinson. Et on voit que derrière Slayton, en fait, il y a un lineman offensif qui va passer. C'est ce qu'on appelle un puller. C'est-à-dire qu'il sort de la ligne offensive pour aller, il s'est fait un espèce un mouvement latéral pour aller bloquer un autre rusher adverse. Ok? Mais comme on a dit, il n'y a pas que Slayton qui bloque. Regardez aussi, il y a d'autres joueurs. Il y a le tight end qui est en bas, il va bloquer aussi. Si on regarde la vidéo à nouveau, vous le voyez. Il va bloquer
un autre edge sur le côté. Et après, on a aussi le fullback, d'accord, le numéro, je crois que c'est le numéro 85 ou 83, pardon, qui est un tight end, mais il est en position de fullback. Et le rôle du fullback, c'est souvent de bloquer ou frayer le passage. Donc voilà, on voit que aussi Singletary, en fait, lui, il part sur le côté. Regardez à nouveau la vidéo. Il va partir sur le côté. Il y a Jameis Winston qui lui transmet le ballon. Il part comme en fait s'il allait faire un outside run, une course extérieure. Sauf que il s'arrête. Il passe la balle en arrière à Winston qui attendait ce ballon, d'accord. Et ensuite Winston, bon, il échappe au défenseur. C'est vrai qu'il y a une espèce de poussée du Titan qui aide beaucoup. Et après, il va trouver Robinson tout seul à la end zone. Un très bon appel de jeu. L'autre appel de jeu, là aussi, c'est un autre trick play, là aussi. Et on va voir le quarterback Jameis Winston dans un rôle bien différent de voici. Regardons l'action. Alors, vous la voyez. C'est parti. Vous voyez, Winston, il part en haut de l'écran. Il part comme si c'était un receveur. Il reçoit le ballon. Il échappe au dernier défenseur. Et ça fait un touchdown. Superbe touchdown des Giants. Ok, donc posons la vidéo, regardons la formation. Cette fois-ci, c'est une formation en 12, c'est-à-dire 2 tight ends, un coureur. On a Jameis Winston, cette fois-ci, il est en position de pistol, c'est-à-dire à quelques yards derrière le centre. On a les 2 receveurs en haut et en bas de l'écran, le 17 et le numéro 80. Et on a aussi 2 tight ends. Bellinger et Johnson, ok, et vous allez voir qu'ils ont tous un rôle différent à nouveau. On va voir. Alors si on regarde l'action, ok, c'est parti. Alors vous voyez, regardons sur cette image-là, on voit un coureur Singletary et un tight end qui vont bloquer, alors qu'il y a un autre tight end qui lui va partir en profondeur. On voit un receveur qui part en profondeur aussi. Et l'autre receveur, en fait, il va revenir derrière le quarterback. Et en fait, tout le monde pense que ça va être un jet sweep. Et non, en fait, c'est là la ruse, parce que Winston, en fait, lui, il parallèle. Forcément, c'est le quarterback, personne ne s'y attend, personne ne le marque. Il est comme un receveur. Et même à la fin, quand le défenseur, si vous regardez la vidéo à nouveau, quand le défenseur s'en rend compte, il est déjà trop tard. Bon, il le suit parce qu'il sent que, mais après c'est trop tard le marquage. Bon, il est un peu élastique, on va dire. Et après un pauvre plaquage aussi, et ça fait un autre touchdown pour Jameis Winston. Alors passons au prono. On va vite passer sur ce week-end parce que ça a été terrible. 1 sur 5 et encore, ça aurait pu être pire. Chicago qui gagnait de 3 points alors que le différentiel était de 2,5. On a eu très chaud, mais bon, pas terrible du tout. Bon, on va essayer de se refaire la cerise le week-end prochain, qui est d'ailleurs un long week-end de football avec beaucoup de matchs jeudi, vendredi, vous savez, c'est week-end de Thanksgiving. Donc commençons avec mes pronos pour la semaine 13. Alors déjà, on a Détroit contre Green Bay. Détroit est favori. Ils jouent à domicile 2,5 points. Je vois Détroit gagner et prendre leur revanche après la fessée qu'ils recevaient lors de la première semaine. Dallas contre Kansas City. Kansas City est favori, mais Dallas, je les vois gagner. Je les vois gagner après la victoire contre Philadelphie. Gagner ou perdre de moins de 3 points en tout cas. Cleveland contre San Francisco. Là encore une fois, je sais pas si Cleveland va gagner, pardon. Mais le point différentiel de 6,5 me semble beaucoup. Donc je vais parier sur Cleveland. Miami contre New Orleans. New Orleans, ils sont au fond du seau. Donnez-moi Miami. Et enfin, Indianapolis contre Houston. Indianapolis est favori. Mais on sent qu'ils ont un petit coup de mou dernièrement. Quand ils gagnent, c'est un peu plus tiré par les cheveux. Houston, ils montent en puissance, ils doivent gagner pour rattraper Indianapolis ou se rapprocher en tout cas. Énorme défense, CJ Stroud peut être de retour, donc donnez-moi Houston. Ok, passons à la NCAA, football universitaire, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, on est une journée, une semaine sans grande affiche. C'est un peu le calme avant la tempête parce que le week-end prochain,
qui sera d'ailleurs la dernière semaine de la saison régulière, elle est aussi appelée Rivalry Week, c'est-à-dire la semaine des rivalités, des derbies si vous voulez. Écoutez ce programme, on va voir Texas A&M contre Texas, Mississippi State contre Ole Miss, Vanderbilt contre Tennessee, Auburn contre Alabama, tout ça c'est dans la SEC. Ensuite, on a Arizona State contre Arizona dans le Big 12. Dans la ACC, on va avoir des matchs super importants. Virginia contre Virginia Tech. North Carolina de Bill Belichick contre North Carolina State. Après, il y a aussi d'autres derbies qui sont pas forcément dans les mêmes conférences, mais bon, c'est des voisins. On va avoir Georgia Tech contre Georgia pour le traditionnel match qui se déroule comme chaque année dans le Mercedes Stadium des Atlanta Falcons. On va avoir Florida contre Florida State, derby de loser, tout comme South Carolina contre Clemson. Dans le Big Ten, on va voir Washington contre Oregon, les deux États voisins, et puis un derby de Californie entre USC et UCLA. Mais le match à ne pas rater le week-end prochain, c'est The Game, le classique du football universitaire. C'est l'équivalent dans notre football. C'est l'équivalent de Real Madrid-Barcelone, Glasgow Rangers contre les Celtics, River Plate contre Boca Juniors. C'est Michigan contre Ohio State. Alors, Ohio State, ils sont invaincus. C'est les grands favoris pour conserver leur titre. C'est l'équipe la plus impressionnante sur le papier. Après, Michigan, c'est autre chose. Hein. Michigan, c'est les bosseurs, c'est les cols bleus. C'est 4 victoires consécutives face aux Buckeyes d'Ohio State. C'est un effectif qui est très 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 jeune, mais très talentueux. Okay, énormément d'ailleurs de rookies, de joueurs première année qui sont titulaires, comme le quarterback, Bryce Underwood. Bref, même si vous ne suivez pas le football universitaire, ce match-là, je vous le recommande, samedi prochain à 18h, heure française. Après, en football universitaire, le sujet de la semaine, et depuis quelques semaines d'ailleurs, c'est la valse des entraîneurs. C'est le jeu des chaises musicales, avec notamment un entraîneur, retenez ce nom, Lane Kiffin. Lui, il est au cœur des conversations, surtout dans la SEC, et même son nom se murmure en NFL. Un autre entraîneur qui a été viré un peu plus tôt, James Franklin, lui, il a été viré de Penn State en octobre, et il a déjà retrouvé un point de chute, puisqu'il vient de s'engager à Virginia Tech, qui, à peu près à la même époque de son licenciement, Virginia Tech, les Hokies, ils viraient leur entraîneur Brent Fry, qui d'ailleurs était un ancien assistant de James Franklin à Penn State. Donc James Franklin, il vient de signer, mais il n'est pas encore sur le banc. Hein. Lui, il prendra ses fonctions d'ici 2-3 semaines, en fin de saison régulière en fait. Et attention, parce que Franklin, c'est un très bon coach, mais c'est surtout un excellent recruteur. Et il va essayer à mon avis, il va essayer de piocher dans son ancienne université. Parce que à Penn State, on peut dire que son départ, il a eu des conséquences niveau recrutement, puisque il y a quasiment une vingtaine de futurs recrues du lycée qui ont décidé de ce qu'on dit on appelle en anglais décommit, c'est-à-dire rompre leur accord verbal avec Penn State. Et donc ils sont disponibles. Donc attention à Virginia Tech et James Franklin. Revenons à Lane Kiffin. Alors lui, on appelle ça en anglais the belle of the ball, la belle du bal. Tout le monde le veut. Lane Kiffin en ce moment, c'est l'entraîneur de Ole Miss, mais il y a Florida et LSU. Ils rêvent de lui. Ils rêvent de lui pour transformer leur programme et retrouver leur prestige d'antan, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont rien gagné. Le problème, c'est que Kiffin, il est sous contrat. Son équipe Ole Miss, elle tourne bien. Ils vont se qualifier pour les playoffs. Et dans les playoffs, bon, ils font pas partie des grands favoris, mais attention, ça serait une équipe difficile à battre. Donc ça veut dire que Kiffin, en fait, il pourrait très bien être avec Ole Miss jusqu'à la mi-janvier, jusqu'à la fin des playoffs. Et là c'est un problème. Parce que début janvier, si on suit le système universitaire, début janvier, c'est la période des transferts. Et c'est juste avant le début du semestre académique universitaire. Donc ça pourrait être un problème pour ces universités, s'ils veulent Kiffin et s'ils veulent recruter. Bon, on verra bien ce qui se passe.